Bonjour, aujourd'hui on va parler de la séquence 13, donc dynamique d'un système électrique. Alors pour aujourd'hui on va refaire rapidement le lien entre intensité du courant et débit de charge que vous avez vu en première, mais on va le refaire dans le cas où l'intensité du courant est variable au cours du temps. On va faire un rappel sur les résistances, ensuite on va parler du condensateur et du circuit RC. Donc, le lien entre l'intensité du courant et le débit de charge. Eh ben, dans un conducteur électrique, dans un fil électrique, l'intensité du courant qui traverse une portion du fil électrique, comment elle se détermine? Eh ben, c'est en fonction du nombre de charges, hein, donc de la charge électrique totale qui a traversé une portion du circuit pendant un intervalle de temps delta t. Donc au final, on va avoir une formule, I est égal à Q avec Q, donc la charge électrique, divisé par delta t. Donc ici, on est en régime stationnaire, c'est-à-dire que l'intensité est constante au cours du temps, et donc le nombre de charges pendant un intervalle de temps delta t, il ne change jamais. Donc on a I est égal à Q divisé par delta t. Alors les unités, ben, on a l'intensité en ampères, la charge électrique qui va être en coulomb et le delta t qui va être en secondes. Donc nous, en terminale, par contre, on va travailler en régime variable, c'est-à-dire que la charge électrique et donc l'intensité, en fait, eh ben, elle va varier au cours du temps, et donc le nombre de charges qui va traverser une portion du circuit pendant une durée donnée, eh ben, elle va changer. Ça va pas changer grand-chose à notre formule, c'est juste qu'on va prendre la variation du nombre de charges par rapport au temps, et donc on va prendre la dérivée de la charge Q par rapport au temps. On a un petit changement de notation par contre sur i. Regardez, on a tendance à mettre des i majuscules quand on a des grandeurs qui sont constantes, et quand on est en régime variable, on va prendre des minuscules. Et on peut indiquer aussi entre parenthèses que maintenant cette grandeur dépend du temps. Donc l'intensité du courant électrique est égale à la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Alors, on va faire un petit rappel sur les résistances. Donc, une résistance, c'est un composant ohmique, hein, qui va, comme son nom l'indique, s'opposer, donc résister, au passage du courant dans un circuit. Plus une résistance est grande, plus le courant qui va pouvoir circuler dans le circuit est faible. Alors, je vous rappelle le symbole d'une résistance. Donc, c'est un rectangle, tout simplement, qu'on l'emplace dans le circuit. Et donc, l'énoncé de la loi d'Ohm qui va nous servir, nous, quand on va travailler sur les circuits RC. Dans un composant ohmique, la tension appliquée aux bornes du composant est proportionnelle à l'intensité qui traverse le circuit, et donc on a U est égal à R fois I. Alors là, je mets un petit indice R, d'accord, pour dire que c'est la tension aux bornes de ma résistance. Et regardez, j'écris avec des minuscules, parce que nous, on va travailler en régime variable. Donc petit u est égal à R fois petit i. Évidemment, la résistance ne varie pas, elle, hein, c'est uniquement la tension et l'intensité. Et ben donc si on parle un petit peu des condensateurs. Alors les condensateurs, ce sont des dipôles, hein, qui sont composés de 2 armatures, qui sont l'une en face de l'autre, et elles sont séparées par un matériau plus ou moins isolant. Donc nous, on va prendre des condensateurs simples qui sont séparés par une lame d'air entre les 2. Alors on peut regarder le schéma directement. Donc là, j'ai 2 plaques qui sont, l'une en face de l'autre, donc 2 plaques, métalliques par exemple, et qui sont reliées, chacune à une des bornes de ma pile ou d'un générateur par exemple. Et ben, j'ai la plaque qui est reliée à la borne négative de ma pile qui va être chargée négativement, et la plaque qui est reliée à la borne positive de ma pile, du coup, qui va être chargée positivement. Alors, bah, en fait, on a une accumulation. Vous savez que les électrons sont entre guillemets éjectés dans le circuit par la borne moins du générateur ou de la pile. Et ben, ils vont aller s'accumuler sur la plaque qui est reliée à la borne négative de ma pile. Donc, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une différence de potentiel entre les deux. Plus simplement, on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle une tension aux bornes du condensateur. Donc, si je prends un voltmètre et que je mets ma borne commune à la plaque négative et ma borne V du voltmètre à la plaque positive, je vais avoir une tension que je vais pouvoir mesurer. Et ben dans le cas où j'ai une pile qui fait là par exemple 1,5 volts, je vais pouvoir mesurer une tension qui va faire 1,5 volts au maximum. D'accord? Je pourrais jamais mesurer une tension aux bandes du condensateur qui va être supérieure à la tension fournie par le générateur ou ma pile. Donc voilà, le grand principe d'un condensateur, c'est un système qui va pouvoir permettre d'accumuler des charges électriques
sur les 2 plaques et au bout d'un moment, quand on aura chargé notre condensateur, on va pouvoir, par exemple, enlever la pile et mettre quelque chose à la place, un moteur, une lampe, et cetera, une résistance et mon condensateur va se décharger et va refournir donc la tension électrique qu'il avait accumulée dans un nouveau circuit avec de nouveaux composants. Donc on verra ça dans une deuxième partie. Alors le schéma électrique d'un condensateur, comment je le représente dans un circuit? Eh ben, c'est tout simplement 2 barres, hein, qui sont séparées par de l'air ici. Donc voilà, vous voyez bien qu'on a la borne, notée "-Q", là où on a toutes les charges électriques négatives qui se sont accumulées, qui est à droite. Ça veut dire que les électrons arrivent par la droite et donc vous savez que l'intensité du courant est opposée au sens de déplacement des électrons, donc j'ai l'intensité I qui va de la gauche vers la droite. Alors, bah, tous les condensateurs, ils vont pas être constitués de la même manière, des mêmes matériaux, de la même surface des plaques, de la même distance, etc. Et donc, on va avoir une charge grand Q qui va être différente en fonction de la tension qui est appliquée sur le condensateur. Et donc, en fait, on va définir ce qu'on appelle une capacité. Donc dans un condensateur, la charge portée par les armatures est reliée à la tension à ces bornes par une grandeur appelée capacité, qu'on va noter grand C et qu'on l'en exprime en farad. Et donc on a une formule qui relie ces trois grandeurs. La charge est égale à la capacité multipliée par la tension. Donc il faut retenir cette unité farad qui va beaucoup nous servir. Typiquement, les condensateurs qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qu'on va utiliser en TP par exemple, ils ont des capacités compris entre 10-3 et 10-12 farad. Donc on va du millifarad au picofarad. Alors, on va étudier deux trois paramètres qui influent sur la capacité d'un condensateur. Donc voilà, alors, je vais le représenter ici. On a deux paramètres principaux, j'ai envie de dire la surface des plaques et la distance entre ces plaques. On rappelle ici la formule, et donc si on a une tension qui est fixée, on voit directement que si j'ai UC qui est constant, hein, et ben j'ai Q qui est proportionnel à C. Donc la charge est proportionnelle, plutôt la capacité est proportionnelle à la charge portée par ces armatures. Et ben la charge, on peut voir très rapidement que si la surface des plaques augmente, et ben la capacité augmente également. Ça semble assez logique. Quelque chose de un petit peu moins intuitif par contre, enfin, on aura plus de mal à l'expliquer ici, on va pas s'attarder là-dessus, mais euh, si E augmente, si la distance entre mes armatures augmente, la capacité du condensateur, elle par contre, elle va diminuer. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, en fait, dans les condensateurs, on va souvent mettre autre chose que de l'air entre les deux armatures, et on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des matériaux diélectriques, donc voilà, des matériaux qui vont être plus ou moins isolants, et on va avoir aussi une influence sur la capacité du condensateur. Alors, on peut regarder cette animation rapidement. Donc ici, j'ai une pile qui est reliée directement à mes deux plaques. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 volts. Donc si je place la borne plus de ma pile en haut, donc ma tension, j'ai 1,5 volts en dessous, j'ai 0 volts en dessous de ma pile, et ben j'ai bien les électrons qui sont éjectés par le bas et qui rejoignent donc ma plaque qui est en dessous et qui devient ma plaque négative. Imaginons que je mette ma tension dans l'autre sens, donc 1,5 en dessous et 0 au-dessus, et ben j'ai l'inverse qui se passe. J'ai mes électrons qui sont éjectés par le haut et qui arrivent sur ma plaque supérieure. Bref, je me replace dans le cas standard. Et on va faire varier les deux paramètres qui nous intéressent. Bon, je vais commencer par la surface de la plaque. Imaginons que je garde une distance, allez, je me fixe une distance entre mes deux plaques de 5 mm. Hop. Et bien, si j'augmente la surface de la plaque, je vais pouvoir accumuler plus de charge. Et donc, la capacité, vous le voyez, c'est la barre qui est tout en haut. Elle augmente, on est à 0,71 picofarad. Tandis que si je diminue la surface de mes plaques, je vais accumuler moins de charge. Ma capacité, elle diminue. Et donc pareil, si on se place pour une surface de plaque constante et que je fais varier la distance entre les deux plaques, et ben si j'ai une distance plus grande, la capacité diminue. Et si j'ai mes deux plaques qui sont vraiment collées l'une à l'autre, et ben j'ai une capacité qui augmente. Et on peut vérifier rapidement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc la tension aux bornes du condensateur, ici elle est de 1,5 volts parce qu'on a fourni une tension de 1,5 volts avec la pile, donc on ne pourra jamais dépasser la tension qui est fournie par le générateur, c'est pas possible.
Et donc là, mon circuit est à l'arrêt, en fait. Là, on n'a plus de déplacement d'électrons dans le circuit, mon condensateur est chargé, mes électrons ne se déplacent plus. Il faudrait décharger ce condensateur dans un autre circuit. Et ben, c'est ce qu'on peut voir rapidement dans le deuxième circuit ici. Si par exemple je charge mon condensateur, donc ici, hop, j'ai une tension de 1,5 volts, et ben ensuite ce condensateur, je vais pouvoir le décharger dans un autre circuit, donc qui est composé ici d'une ampoule par exemple. Donc je vais mettre directement mon voltmètre aux bornes de l'ampoule, donc pour l'instant j'ai une tension qui est nulle, et je décharge mon condensateur, et ça allume mon ampoule, et la tension est en train de petit à petit diminuer aux bornes du condensateur, et de ma lampe également, jusqu'à arriver à zéro. Et ainsi de suite. On va pouvoir enchaîner les charges du condensateur, décharge du condensateur, une fois qu'il est déchargé, on va le recharger, etc. Alors maintenant, on va parler des circuits RC. C'est quoi un circuit RC? C'est tout simplement un circuit qui est composé d'une résistance qu'on va noter R et d'un condensateur qu'on va noter C. Et on va les mettre en série dans un circuit. Donc là, typiquement, j'ai un circuit RC. Et là, mon circuit RC est dans le mode charge, j'ai envie de dire. On a un générateur hein, qu'on a noté E tout à gauche, donc E pour la tension fournie par le générateur, et avec donc le symbole du générateur avec un plus et un moins. Des fois, vous verrez un grand G à l'intérieur. Bon, ça dépendra un petit peu des notations. Et donc, on a un interrupteur, regardez, entre 1 et 2 ici. Et là, mon interrupteur est placé en sorte que mon générateur est dans le circuit et fournit une certaine tension aux bornes de ma résistance et de mon condensateur. On peut avoir le même circuit, une fois que mon condensateur est chargé, eh ben, je vais basculer l'interrupteur et je vais passer dans le cas 2, et là mon condensateur va se décharger dans le circuit qu'on pourra appeler circuit numéro 2, d'accord? Et donc là on va pouvoir analyser la décharge du condensateur. Donc tout ce qu'on va faire après, on va le séparer en deux. On va toujours étudier une partie qui correspond à la charge et une partie qui correspond à la décharge. Alors ici, bah, on va utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles. On va donc additionner toutes les tensions de mes composants passifs et ça va être égal à la tension fournie par mes composants actifs. Donc ici, mes composants passifs, c'est quoi? Bah, c'est le condensateur et ma résistance. Donc la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes de la résistance, c'est égal à la tension qui est fournie par le générateur. Dans le deuxième circuit, bah, plus facile, on n'a pas de générateur, donc la tension fournie par le condensateur plus celle fournie par la résistance est égale à zéro. Donc ça, c'est l'application de la loi des mailles que vous avez vue en seconde. Alors, c'est maintenant que ça va se compliquer un petit peu. On va essayer de démontrer, de poser, de trouver les équations différentielles qui sont associées à la tension aux bornes du condensateur. Là, on rentre dans une partie mathématique qui est assez compliquée, va falloir s'accrocher un petit peu. On va repartir de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je commence par la décharge parce que c'est le cas le plus simple. Donc, on a un condensateur qui est initialement chargé, d'accord? On lui a fourni une certaine tension de 5 volts, par exemple, avec un générateur. Et donc, la tension aux bornes du condensateur est de 5 volts. Si j'écris la loi des mailles, c'est UC plus UR égale 0. On l'a vu dans la toute première partie, ce UR, eh ben en fait, c'est la tension aux bornes de la résistance, et on sait que UR est égal à R fois I. Donc on va pouvoir remplacer, et on va obtenir UC plus RI est égal à 0. On a vu aussi, dans la première partie, que l'intensité pouvait s'exprimer en fonction de la charge et de la durée, et en fait, on avait écrit que l'intensité, c'était la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc je vais remplacer dans ma formule et je vais obtenir UC plus R fois la dérivée de la charge par rapport au temps est égale à 0. Et on a encore vu que cette charge pouvait s'exprimer en fonction de la capacité de mon condensateur et de la tension à ses bornes. Et ben, je vais à nouveau injecter, donc je vais en fait devoir dériver le produit C multiplié par la tension aux bornes du condensateur. Et bien, vu que C, c'est une constante, je peux la sortir de la dérivée. Hein. Je vous rappelle, dérivée d'un produit UV' plus U'V, donc il y a un des deux termes qui est égal à 0, et il nous reste UV', donc je sors cette capacité, et j'ai uniquement la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Et ben voilà, on a notre équation différentielle, c'est tout simplement une équation où il y a à la fois la dérivée et la grandeur de base. Donc la grandeur, c'est la tension aux bornes du condensateur, et on a la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. On va la réécrire autrement quand même. Généralement,
Le coefficient, on le met devant UC, donc devant la dérivée, on essaye de rien avoir. Et donc, on a la dérivée de UC par rapport au temps, plus 1 sur RC multiplié par UC égale 0. Alors, eh ben ça, c'est tout simplement une équation différentielle linéaire de premier ordre à coefficient constant et à second nombre nul. Le coefficient, eh ben, c'est ce qu'on a devant UC, donc c'est le 1 divisé par RC. Ben, R, dans un circuit donné, c'est une constante, et C, voilà, quand j'ai choisi mon condensateur, c'est une constante aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de coefficient constant. Et le second membre nul, eh ben, c'est ce qui est à droite de mon signe égal. Ici, j'ai bien un second membre qui est nul. On va essayer maintenant de trouver quelles sont les solutions de cette équation différentielle. Moi, j'aimerais bien trouver une expression pour UC, pour la tension aux bornes de mon condensateur. Alors, résolution, c'est un bien grand mot parce qu'on ne va pas vraiment résoudre cette équation différentielle, on va juste montrer que une des solutions, enfin que la solution de l'équadif est de la forme UC est égal à A, donc une constante, multipliée par l'exponentielle de moins RC multiplié par T. Donc de moins mon coefficient constant divisé par T. Comment je fais pour montrer que cette solution, que cette expression est bien solution de mon équation différentielle? Et ben, je vais l'injecter dans mon équation de gauche. Je vais donc dériver UC par rapport au temps, et je vais additionner 1 divisé par RC fois UC, et je dois obtenir 0. Si c'est le cas, ce sera bien solution de cet équadif. Alors, avant de faire ça, je vais quand même essayer de déterminer ma constante A. Donc je vais utiliser, comme vous avez l'habitude, les conditions initiales. Si j'exprime la tension à t égale 0 et donc que je remplace dans mon expression t par 0, j'obtiens donc UC à t égale 0 est égal à A fois l'exponentielle, et donc vous voyez bien qu'on va avoir exponentielle de 0 ici. Et bien, vu que la tension est égale à E, donc ce sera égal uniquement à A, parce que exponentielle de 0, ça fait 1. C'est une propriété de l'exponentielle que vous devez connaître. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc l'expression de la tension, c'est donc UC est égal à E fois exponentielle de moins T sur RC. On va injecter cette expression dans l'équadif, et on va voir si ça donne bien 0. Donc ici, je commence par calculer, je vais faire terme à terme, je commence par calculer la dérivée de UC par rapport au temps. Alors, la dérivée d'une exponentielle, eh ben, il faut tout simplement sortir ce qu'il y a devant la variable. Donc ici, la variable, c'est t. Eh ben, regardez, dans l'exponentielle, c'était moins 1 sur RC. Eh ben, je sors ça et ça passe devant l'exponentielle. Donc en fait, on a E, qui est toujours là, c'est ma constante. Hein. Dérivée d'un produit, ma constante est toujours là. Multiplié par moins 1 sur RC, donc c'est ce qu'il y avait dans l'exponentielle, on ne met juste pas la variable, d'accord, multiplié par exponentielle de moins t divisé par RC. Vous voyez que c'est facile à dériver une exponentielle, hein, on sort uniquement tout ce qui est devant la variable et ça passe devant l'exponentielle. Donc maintenant on fait le deuxième terme, plus 1 sur RC, multiplié par UC, bon, on a juste à remplacer par l'expression qu'on a donnée. Et là, si on regarde, on voit tout de suite que j'ai deux fois le même terme. Il y en a un avec un signe moins, donc si j'additionne les deux, bah, ça va me donner 0. Donc cette expression est bien solution de mon équation différentielle. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va travailler dans le cas de la charge du condensateur. Donc cette fois, la loi d'Emaille, elle me donnait UC plus UR égale E. Et ben, par le même raisonnement que tout à l'heure, on remplace UR avec la loi d'Ohm, on remplace le i, etc. Donc exactement la même chose. Vous trouvez cette équation différentielle qui est cette fois à second membre non nul. D'accord? J'ai un second membre qui est constant, qui est égal à E divisé par RC. Donc la solution, et ben ça vous verrez ça en maths pour ceux qui font maths. Hein. La solution de cette équation, c'est la somme d'une solution générale et d'une solution particulière. Et ben en fait, nous, on va uniquement partir de cette expression. Donc on a UC qui est égal à A fois exponentielle moins T sur RC. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc on ajoute ici ma valeur de E qui va être une solution particulière. Alors, même principe que tout à l'heure, pour déterminer la valeur de A, on se met dans les conditions initiales, comme en mécanique, rappelez-vous. Et ben donc je me mets à t égale 0. Qu'est-ce que je connais sur la tension à t égale 0? Et ben là je suis dans le cas de la charge du condensateur, donc initialement bah, il est déchargé, d'accord? Donc ça, la tension en borne du condensateur UC elle est égale à 0. Donc à t égale 0, UC égale 0. Donc ça me donne 0 est égal à A plus E, donc forcément A est égal à moins E. Donc je remplace.
Et on peut voir que la solution de l'équation différentielle, ça donne ça, et je peux mettre le e en facteur ici devant pour que ça soit un petit peu plus présentable. Et donc j'ai UC qui est égal à e facteur de 1 moins l'exponentielle. Alors même travail que tout à l'heure, ça va être un petit peu plus long, mais on va s'y coller, hein. On va voir que cette solution est bien, cette expression est bien solution de l'équation différentielle qui est au-dessus. Alors je vais utiliser pas l'expression factorisée, mais l'autre. Ce sera plus simple pour dériver. Donc on va dériver le premier terme, on va travailler terme à terme toujours. La dérivée de UC par rapport au temps, c'est la dérivée donc, de l'expression de UC, hein. Je vais devoir dériver tout ça. Donc là j'ai une somme, donc déjà on peut voir que le E qui est tout à droite, c'est une constante, donc lui il va disparaître, hein. La dérivée d'une constante c'est égal à 0. Et donc il va rester uniquement la dérivée du premier terme, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Il y a le moins 1 sur RC qui ressort de l'exponentielle. Et vu qu'il y a deux signes moins ici, ils vont s'annuler, et j'obtiens donc E sur RC multiplié par l'exponentielle. Le deuxième terme, eh ben, j'ai 1 sur RC fois UC, donc j'ai juste à remplacer ici, et il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas-là. On pourrait développer le 1 sur RC, d'accord? Je l'ai fait directement dans la dernière partie, ça. Et donc maintenant, on va faire la somme des deux, hein. J'additionne les deux et je dois montrer que c'est égal à E sur RC. Eh ben, je vous laisse regarder ce calcul, hein. Il suffit de développer un petit peu et on voit rapidement que comme tout à l'heure, on a les deux mêmes grandeurs, une avec un signe moins, donc ça va s'annuler. Et il me reste E sur RC. Donc on a montré que cette expression était bien solution de mon équation différentielle. Donc on a déterminé les deux expressions pour la tension du condensateur, aux bornes du condensateur, en fonction du temps, dans le cas de la charge et dans le cas de la décharge. Et bien si on essaye de représenter ça sur un graphique, ça nous donne ces deux fonctions ici. Donc à gauche, j'ai UC, l'expression qu'on a trouvée, hein, pour la charge du condensateur. Et on peut réfléchir un petit peu, est-ce que c'est logique par rapport à ce qu'on a obtenu dans la formule? Et bien déjà, si je me place à t égale 0. L'exponentielle à t égale 0, je vais avoir exponentielle de 0, donc ça va me donner 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Et donc la tension aux bornes du condensateur, elle est égale à 0. C'est bien ce qu'on voit graphiquement. Et maintenant, si j'ai le temps qui tend vers l'infini, d'accord? Si j'ai un t qui est extrêmement grand, eh ben, je vais avoir exponentielle de moins l'infini, exponentielle de moins un nombre extrêmement grand, et ça tend vers 0. 1 moins 0, ça fait 1, et donc UC va être égal à E. Et c'est bien ce qu'on voit graphiquement. Dans le deuxième cas, dans le cas de la décharge du condensateur, on va faire la même chose. Si j'ai t égale 0, et ben l'exponentielle, elle vaut 1. Et donc j'ai UC qui est égal à E. Donc c'est bien ce qu'on voit graphiquement. Et si j'ai t qui tend vers l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc E fois 0, hein, fois une grandeur qui tend vers 0, ça va me donner 0. Donc c'est bien ce que j'ai ici. Alors là, vous voyez que ce produit RC, donc R fois C, c'est ce qui va me donner un petit peu le paramètre, j'ai envie de dire, d'un circuit RC, d'accord? Euh, la valeur de ce produit RC va me dire si on tend plus ou moins rapidement vers E ou vers 0 dans le cas de la charge ou de la décharge d'un condensateur. Et ben on voit que, enfin vous savez peut-être que les grandeurs qui se trouvent dans une exponentielle, mais c'est vrai pour toutes les fonctions, hein. On l'a vu par exemple avec le pH, dans le logarithme, c'est des grandeurs qui doivent être sans dimension à chaque fois. C'est pour ça, rappelez-vous que dans le calcul du pH, on divise par C0 pour avoir quelque chose qui est sans dimension. Et ben c'est pareil dans une exponentielle. On doit avoir quelque chose qui est sans dimension. Donc forcément, si dans l'exponentielle on a t divisé par RC, le t, c'est la dimension, c'est les unités, c'est des secondes, d'accord? Ça veut dire que RC doit être en secondes aussi. Donc il a ce qu'on appelle la dimension d'un temps. Et en fait, on va généralement le noter taux, tout simplement. Et donc ça correspond au temps caractéristique de charge ou de décharge d'un condensateur. Donc pour les unités, on a taux qui est en secondes, R qui est en ohm et C qui est en farad. Et donc plus la valeur de taux est grande, donc plus la valeur du produit RC est grand, plus la charge ou la décharge d'un condensateur va être lente. Alors comment on peut déterminer taux à partir graphiquement, donc à partir de la représentation de la charge ou de la décharge, hein, ça revient au même. Ici on est dans le cas de la charge, mais ce serait la même méthode dans le cas de la décharge. Et bien en fait on va tracer tout simplement la tangente à la courbe à t égale 0, et on regarde l'intersection donc de la tangente avec ma valeur de E pour la tension, et on va lire la valeur de taux directement en abscisse. Donc la valeur de taux peut également se mesurer graphiquement. Donc voilà, il faut être capable de
de mesurer cette valeur de taux directement à partir d'un graphique. Et donc on considère que en dessous de 5 taux, on est ce qu'on appelle dans le régime transitoire, c'est-à-dire qu'on est en train d'atteindre un régime fixe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint notre tension maximale aux bornes du condensateur, et on considère que au-dessus d'une valeur de 5 taux, on est dans ce qu'on appelle le régime permanent, donc que ma tension aux bornes du condensateur est cette fois fixe, par exemple 1,5 volts hein, dans les exemples qu'on avait vus avant. Donc voilà, connaître ces petits mots de vocabulaire, régime transitoire en dessous de 5 taux, régime permanent au-dessus de 5 taux. Sur ce, à bientôt.